À tous et toutes pour cette troisième table ronde en lien avec notre exposition homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie, que nous espérons vous présenter très bientôt, dès que le mémorial pourra rouvrir ses portes, probablement cette fin de mois. Pour ce qui concerne cette rencontre aujourd'hui que nous avons intitulée « Comment vivre, survivre quand s'installe la terreur », s'exiler, résister, se cacher, quelques portraits. Nous avons souhaité incarner notre propos en vous proposant de partager les trajectoires de quelques figures d'hommes et de femmes homosexuels et lesbiennes qui ont fait face à ces persécutions. Pour ce faire, sous la présidence de Sonia Combe, nous recevons aujourd'hui Katia Koblitz et Jean-Luc Choix. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Je dois excuser auprès de vous la présence d'Andreas Pretzel, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous pour des raisons personnelles tout à fait indépendantes de sa volonté. Mais voilà, nous aurons un temps de questions-réponses avec vous, cher public, à la suite des contributions de nos invités. Comme toujours, vous pourrez poser vos questions ou directement avec la fonction main levée de Zoom ou par écrit, avec la fonction questions-réponses, et je lirai vos questions. Aujourd'hui, Katia Koblitz, notre invitée, s'exprimera en allemand, donc 2 interprètes assureront son interprétariat vers le français. Vous pouvez écouter cette conférence en français, bien sûr, ou en allemand si vous souhaitez. Vous faites le choix de la langue dans laquelle vous écoutez la conférence avec l'onglet « Interprétation » en activant votre choix allemand ou français. Sonia Combe, merci de présider cette rencontre. Vous êtes chercheur à l'ISP CNRS, Université Paris-Ouest. Vous êtes également, depuis quelques années déjà, directrice avec l'historien Emmanuel Deville d'un séminaire de recherche sur la question des choix sous contrainte, Choiceless Choices, au centre Marc Bloch de Berlin, qui est financé également, cofinancé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup. Sonia, vous êtes à New York, c'est très matinal pour vous. On va débuter le rendez-vous. Katia Koblitz et Jean-Luc Choix partageront avec nous différents documents, vous verrez. Voilà, donc ça va être une rencontre tout à fait passionnante et on se retrouve tout à l'heure pour les questions du public. Merci. Bien, c'est mon tour, je crois. Exactement. Alors, d'abord, merci de m'avoir proposé de modérer cette séance. Je trouve le sujet très intéressant et assez peu traité, donc c'était bien que le mémorial prenne cette initiative. Alors, la question, c'est partir, résister, se cacher. Voilà. Ce sont les 3 options qui s'offraient aux parias du Troisième Reich, c'est-à-dire à ceux que l'idéologie nazie avait mis au banc de la société avant de décider de leur sort, extermination ou déportation. Il s'agissait bien sûr des juifs, des homosexuels, hommes et femmes, des tziganes, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, maintenant on dit Roms et Sinti, et bien sûr des anti-nazis, des antifascistes, lesquels ont été très vite décimés. Il faut rappeler d'ailleurs que les premiers camps de concentration ont été construits pour eux, pour les communistes et les social-démocrates, que beaucoup y moururent. Nombre d'entre eux y passèrent les 12 ans d'exil et certains réussirent à émigrer. Alors, comme vous l'avez dit, Pauline, la question du choix sous contrainte, a été l'objet donc d'un séminaire que nous avons tenu, Emmanuel Delille, qui est un historien de la médecine, et moi-même pendant 3 ans au Centre Marc Bloch à Berlin, avec notamment l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, puisque Emmanuel a été un boursier pendant 2 ans de la Fondation. Nous avons travaillé alors sur la question du choix sous contrainte, choix de comportement, mais à l'intérieur des camps de concentration. Alors des camps de concentration, pas des camps d'extermination, parce que là, il n'y avait pas de question de choix, si vous voulez, hein, sauf ça pouvait se poser, mais dans des cas limites et très précis. Voilà, alors aujourd'hui, dans ce programme
du mémorial de la Shoah à Paris. Nous abordons donc la question dans un spectre beaucoup plus large qui englobe donc la société, qui sort des camps, c'est la société, entre 1933 et 1945 en Allemagne. Alors, c'est la question, c'est quel choix les victimes désignées du Troisième Reich, pour quel choix ont-ils pu opter? Alors, bien sûr, partir, oui, mais il fallait en avoir les moyens et il fallait savoir où aller. Deuxièmement, résister, oui, mais comment? Troisièmement, se cacher. Alors, cela signifiait se cacher, apprendre les lois de la survie dans la clandestinité. Et ça n'était pas donné à tout le monde. C'est la raison pour laquelle, avant de passer la parole à Katia Koblitz et à Jean-Luc Schwab, qui vont tous les deux parler de la situation particulière des lesbiennes et des homosexuels sous le Troisième Reich, je voudrais évoquer ici le cas de Marie Yalovitz-Zimon en français, qui est extrêmement révélateur des conditions possibles de la survie en se cachant. Marie Yalovitz-Zimon était une jeune berlinoise issue d'une famille bourgeoise d'origine juive qui est parvenue à survivre en se cachant pendant 3 ans dans Berlin. Alors, pour rappel, on estime à 160 000 juifs, on estime que sur les 160 000 juifs résidant à Berlin en 1933, 90 000 ont pu émigrer à temps, 60 000 ont été déportés et 1400 ont survécu, protégés par un mariage mixte, arien, ou bien parce qu'ils avaient, comme Marie Yalovitz, plongé dans la clandestinité. Alors, ce récit de Marie Yalovitz-Zimon a été traduit en français très rapidement sous le titre Clandestine, chez Flammarion en 2015. Il montre le prix à payer pour la survie de la façon la plus crue. Tout d'abord, il y a un choix, celui de Marie, qui décide de ne pas porter l'étoile jaune, elle l'arrache. Bien. Puis, elle décide de s'échapper de son domicile si on vient l'arrêter, ce qui arrive, et elle y parvient. Comme on arrêtait à l'aube, vous savez, pour ne pas faire de bruit, que les voisins ne le voient pas, elle part dans les rues de Berlin à 6 heures du matin en petite culotte. Ce qui signifie que là, elle n'a plus rien, elle n'a plus de toit, elle n'a plus de possibilité de s'approvisionner, elle met en danger de surcroît toute personne qu'elle rencontre. Alors, comme elle le dira sans phare à son fils, que j'ai le plaisir de connaître, c'est un ami à Berlin, lorsqu'il l'interrogera avant sa mort en 1998, pour survivre, elle s'offrait à qui lui procurait un lit ou de la nourriture. Voilà, quitte après à avorter seule au fond d'un jardin. Ce fut le prix de sa survie. Mais elle dit aussi que ceux qui l'aidèrent étaient comme elle, des parias du système, des kaputten Typen, ceux qu'on appelait des asociaux. Ils l'aidaient, profitaient d'elle, ils ne la dénonçaient pas. Ils étaient en marge déjà. Des gens simples avec lesquels elle a appris à parler le Berlinerisch, le langage populaire. C'était souvent des ouvriers déclassés qui avaient été proches des partis de gauche. Mais si Marie Yalovitz réussit à survivre grâce à eux et à ce prix, cette solidarité aura été bien plus difficile à trouver pour ces autres parias que furent les homosexuels, hommes et femmes. Car il faut le dire, il faut se souvenir que la gauche, pas uniquement en Allemagne, et l'ensemble du mouvement ouvrier n'avaient pas dans son programme, la défense des homosexuels. On est même choqué aujourd'hui lorsqu'on lit dans les récits de résistantes célèbres et méritantes qui furent internées à Ravensbrück, le camp des femmes, il y a eu beaucoup de Françaises là-bas. On est choqué par la façon dont elles parlent des lesbiennes. Il en est de même dans le camp des hommes. On pourrait aller plus loin dans le cas des hommes, dans la comparaison. À Buchenwald, qui est un camp sur lequel j'ai travaillé, il est vraisemblable qu'un juif avait plus de chances
d'être protégé qu'un homosexuel, d'être protégé par les capos, qui étaient des prisonniers politiques allemands, souvent des communistes, hein, à qui les SS avaient confié la gestion du camp, ce qui leur donnait un certain pouvoir, pas tous les pouvoirs, hein, mais un certain pouvoir. Ces gens donc étaient le plus souvent de gauche, communistes, sociodémocrates, le plus souvent communistes à Buchenwald. Bon. Mais si l'antisémitisme avait été banni, même officiellement, mais quand même, je pense, dans le KPD, le Parti communiste allemand, il n'y avait pas vraiment d'antisémitisme, il avait été banni du discours de la gauche. Mais en revanche, l'homophobie, elle y était largement partagée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout combattue. Et je rappelle ça à ce sujet, le socialiste allemand de la fin du 19e siècle, August Bebel, qui avait eu cette parole forte qui est restée ancrée dans tous les esprits, à savoir l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. Bebel n'a pas eu une parole aussi forte pour les homosexuels. Et pourtant, il est probablement le premier socialiste à avoir défendu l'homosexualité à la fin du 19e siècle. Mais sur ce point, il n'a pas été suivi. Alors maintenant, je vais présenter rapidement Katia Koblitz et Jean-Luc Schwab. Katia Koblitz est une historienne qui dirige la bibliothèque lesbienne et centre d'archives Spinnboden. Vous nous expliquerez, hein, Katia, ce que ça veut dire, Spinnboden, qui a été fondée donc à Berlin en 1973. Alors j'imagine à Berlin-Ouest. Hein. Encore qu'à l'Est, il y avait aussi des mouvements, mais vous nous préciserez peut-être. Katia a entre autres travaillé sur l'œuvre de Magnus Hirschfeld, un médecin qui avait lutté avant-guerre pour la libération homosexuelle et l'abrogation, la dépénalisation, l'abrogation du paragraphe 175 de la Constitution de Weimar qui pénalisait, donc, qui réprimait l'homosexualité. Alors ce paragraphe, je le dis entre parenthèses, il a été aboli en Allemagne de l'Est, en Allemagne communiste, en 1968, et il a été en Allemagne de l'Ouest en 1994. Hirschfeld était un médecin et savant juif qui, lui, avait fait le choix de quitter l'Allemagne nazie tout de suite, dès 1933. Il est mort en exil en 1935. Jean-Luc Schwab est un historien de la répression homosexuelle et il est le président de l'amicale Natzweiler-Stutthof, qui était un camp en Alsace. Donc. Il a notamment écrit la biographie de Rudolf Brazda, un ultime rescapé parmi les déportés au Triangle Rose. Il faut rappeler que dans les camps, les prisonniers avaient un petit triangle pour marquer par une couleur quels étaient leurs crimes. Rose, c'était pour les homosexuels, noir, c'était les asociaux, rouge, les communistes, etc. Voilà. Jean-Luc Schwab est donc un historien de la répression des homosexuels sur le sol français. Et à mon sens, il réalise actuellement un travail et une recherche qui a mis bien du temps à entrer dans les préoccupations des historiens et des historiennes français, françaises. Voilà. Katia, vous avez la parole. Vielen Dank für die nette Einführung und ebenso vielen Dank für die Einladung, an diesem Panel teilnehmen zu können. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, hier dabei zu sein. Wie erwähnt, entstand unser Archiv aus der zweiten Lesbenbewegung heraus in den 1970er Jahren. Ziel war es, die eigenen Dokumente zu sammeln, aber auch auf historische Spurensuche zu gehen. Denn aufgrund des nationalsozialistischen Terrors war viel zerstört worden und das Wissen über die Weimarer Zeit und die NS-Zeit war gering. Wir verdanken es den damaligen Aktivistinnen, dass wir einige wenige Bestände inzwischen haben, Romane wie der Skorpion, Interviews mit Zeitzeuginnen und seit 2015 haben wir eine bis dahin nicht
bekannte lesbische Zeitschrift, Die liebenden Frauen. Auf diesen Pionierarbeiten beruht unser heutiges Wissen, aber auch auf der seither stetig wachsenden Forschung. Hervorheben möchte ich die Studien der Historikerin Claudia Schoppmann, mit der ich die Ehre habe, befreundet zu sein. Ihre Arbeiten sind auch die Grundlage für meinen heutigen Vortrag. Um die Auswirkungen des nationalsozialistischen Terrors für Lesben zu verstehen, muss man wissen, dass lesbische Liebe zwar nicht oder kaum strafrechtlich verfolgt wurde, sie dennoch lange kaum sichtbar war, da Vorurteile ihr gegenüberhin weiter bestanden. Erst die demokratische Liberalisierung nach dem Ersten Weltkrieg änderte dies. In den 1920er Jahren erschienen mehrere Zeitschriften. Hier zeige ich die beiden Periodika, die am längsten erschienen sind, Die Freundin und Frauenliebe. Neben Gedichten, Kurzgeschichten und Debatten waren die Anzeigen zu diversen Treffpunkten und zu speziellen lesbischen Gruppen, die sogenannten Damenclubs, zentral für die Vernetzung und für die Stärkung eines lesbischen Selbstbewusstseins. Trotz einer gewissen Blüte lesbischer Kultur in der Zwischenkriegszeit muss jedoch betont werden, dass es weiterhin erhebliche Vorurteile und auch Zensurmaßnahmen gab. Die Zeitschriften warben beispielsweise damit, dass sie ausgehängt werden durften. Ebenso tragen viele von diesen Zeitschriften verschiedene Stempel von Zensurbehörden. Eine prominente Reaktion auf diese Zensur ist das Titelblatt, das Sie rechts sehen können. Es zeigt die Zeitschrift Die Freundin vom Juli 1929. Hier feiert die Herausgeberin Lotte Hamm das Wiedererscheinen dürfen der Zeitschrift, sie war einige Monate verboten, indem sie ein Schild in die Kamera hält: Hurra, die Freundin ist wieder da. Mit dem Beginn des nationalsozialistischen Regimes veränderte sich die Lage ab März 1933 auch für Lesben dramatisch. Das Institut für Sexualwissenschaften wurde geplündert und alle Treffpunkte und Clubs geschlossen. Ich habe hier in roten Kreisen einige dieser Schließungen in den Texten sowie in dieser berühmten Fotokollage hervorgehoben. 1935 wurde zudem die Anwendung des bereits von Sanja Combet erwähnten Paragraphen 175 auch auf Lesben erwogen. Die meisten Lesben wurden jedoch im Kontext anderer sogenannter Delikte verfolgt, wie bereits erwähnt wurde, politischer Widerstand, jüdische Herkunft etc. Ich werde im Folgenden auf 3 bis 4 lesbische Biografien eingehen, die Claudia Schoppmann in den 1980er und 1990er Jahren interviewen konnte. Zunächst Hilde Radusch. Hilde Radusch wurde 1903 geboren. 1921, sehr jung, zieht sie eigenständig nach Berlin und macht eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Da sie jedoch in diesem Beruf keine Arbeit findet, arbeitet sie als Telefonistin bei der Post. Ab 1925 spätestens engagiert sie sich zudem im kommunistischen Frauen- und Mädchenbund. Zeitgleich entdeckt sie die lesbische Subkultur für sich.
Unter anderem besucht sie häufig den Top-Keller, hier ein Gemälde zu sehen und eine Anzeige, dessen Wäschetänze sie nachdrücklich beeindrucken und begeistern. Sie erzählt davon gerne noch immer später davon. 1932 wurde ein Schicksalsjahr für sie. Sie verliert ihren Job bei der Post aufgrund ihrer politischen Arbeit und sie verliert ihre Parteifunktionen, da sie sich weigert, der Forderung des Berliner Partei-Vizevorsitzenden nachzukommen, ihre Freundin doch mal vorbeizuschicken. Im Frühjahr 1933 beteiligt sie sich an dem Aufbau einer illegalen Postleitung, wird verhaftet, kommt in verschiedene Gefängnisse und wird Ende September 1933 dann dort eher durch glückliche Umstände entlassen. Sie hat enorme Probleme bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, lernt jedoch hierbei ihre Nachbarin Else, genannt Eddie Klopsch, kennen, die Liebe ihres Lebens. Sie betreiben in den 30er und 40er Jahren einen Mittagstisch und versorgen hierbei auch illegal aus der Haft entlassene Kommunisten oder sonstige Widerständlerinnen. Im August 1944 wird Hilde Radusch gewarnt, dass eine Verhaftungsaktion ansteht für ehemalige politische Gefangene. Beide, Hilde und Eddie, tauchen in einer waghalsigen Aktion unter und fliehen nach Königs Wusterhausen in eine Kleinsiedlungskolonie und überleben 5 Monate dort bis zur Befreiung, ohne Lebensmittelmarken zu haben. Die zweite Biografie, die ich vorstellen möchte, widmet sich Gertrude Sandmann. Gertrude Sandmann wird 1893 geboren als Tochter eines jüdischen Spirituosenfabrikanten. Sie macht ab 1913 eine Ausbildung an der Kunsthochschule des Vereins der Berliner Künstlerinnen, da ein Kunststudium für Frauen noch nicht möglich war. Sie studiert jedoch danach weiter in München, auch in Berlin, unter anderem bei Käthe Kollwitz, kann dann in Paris sein, in Italien sein, und sie beteiligt sich dann in den 20er Jahren an Ausstellungen und sie finanziert sich über das Liefern von Illustrationen für Zeitschriften. Ihr bevorzugtes künstlerisches Genre ist die Zeichnung. Sie sehen hier auch einige abgebildet auf der Folie. Ihr bevorzugtes Motiv sind Frauen, auch Frauenpaare und auch Frauenakte. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung von ihr, zu der sie auch Zeit ihres Lebens steht. Sie selbst hat schon 1914 ihre lesbische Neigung entdeckt und verkehrt in einigen der Berliner Damenclubs. 1934 wird ihre Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz, wo sie sich damals befand, nicht verlängert. Und sie muss nach Berlin zurückkehren. Wegen ihrer nicht-arischen Abstammung wird sie aus dem Reichsverband Bildender Künstler ausgeschlossen. Sie selbst hatte sich erst gar nicht um eine Aufnahme bemüht. Sie wird eben aber ausgeschlossen und verliert dadurch ihre Existenzgrundlage. Denn sie kann nirgendwo ausstellen, sie darf keine Bilder verkaufen, sie kann keine Illustrationen, Zeitschriften anbieten und so weiter. Im Sommer 1939
hat sie die Chance zu emigrieren. Sie lässt diese Chance aber verstreichen, da sie ihre schwerkranke Mutter nicht zurücklassen möchte. Als im November 1942 die Deportation droht, täuscht sie ihren Selbstmord vor und taucht unter. Ihre Freundin Hedwig, Johnny Koslowski, hier ebenfalls zu sehen, versorgt sie mit Essensmarken. Sie selber ist weiterhin künstlerisch tätig, reflektiert das Geschehen auch nicht nur in ihren Werken. Ich habe 2 Zeichnungen, die Emigrantin und Berliner Fenster, wo es um die Kriegszerstörungen auch geht, hier eingebunden. Sie führt auch ein sehr spannendes Tagebuch und sie überlebt abgemagert auf 35 Kilo den Zweiten Weltkrieg. Die dritte Person, die ich vorstellen möchte, ist Annette Eick. Annette Eick wird 1909 geboren, als Tochter eines assimilierten jüdischen Möbelhändlers. Schon als Schulmädchen entdeckt sie ihr lesbisches Begehren, als sie einen Blick in die Verona-Diele wirft. Sie möchte Journalistin werden und Schriftstellerin und schreibt ab 1928 Kurzgeschichten, Gedichte für die lesbische Zeitschrift Frauenliebe, die ab 1930 Garçon hieß. Und sie wird außerdem auch in der Redaktion der Frauenliebe selbst tätig. Ich habe hier mit einem roten Kreis das im Editorial ihren Namen umkreist. Die Redaktion selbst besteht überwiegend aus Mitgliedern des Damenclubs Montbéchou, der sich regelmäßig im Café Dorian Gray trifft. Hier unten übrigens, unten links, eine seltene Innenaufnahme, wie es damals in einem Lesbenclub aussah. Nach 1933 wird das Geschäft ihres Vaters zunächst boykottiert und nach dem Pogrom von 1938 enteignet. Sie kann nun nicht mehr Journalistin werden und arbeitet als Kinderbetreuerin in privaten Haushalten. Sie schließt sich der jüdischen Jugendbewegung an und bereitet ihre Ausreise nach Palästina vor. Während der Pogromnacht von 1938 wird sie gefangen gesetzt, kann jedoch fliehen und kann mit sehr, sehr viel Glück nach London emigrieren. Sie hat in dieses Exil nur wenige persönliche Sachen mitnehmen können und ein Dokument, was ich hier auch zeige, ist rechts zu sehen, dieser Zeitungsausschnipsel, Wochenschrift für die Freundschaft. Das hat mir Claudia Schoppmann zur Verfügung gestellt. Es ist vermutlich ein Gedicht, das sie selber geschrieben hat, das sich an Sappho, die Einsame, wendet. Als vierte Biografie möchte ich auf Anneliese Wulff eingehen. Anneliese Wulff wird 1916 geboren, mit 8 Jahren adoptiert von einem Restaurantbesitzer in Berlin. Sie besucht von 1930 bis 1933 eine Fachschule für Versicherungsangestellte. Sie selber entdeckt ihr Lesbischsein schon sehr, sehr früh und besucht schon mit 15 Jahren Clubs und Tanzveranstaltungen, unter anderem auch die Monocle Bar, von der Sie hier einige Anzeigen und auch ein Foto sehen. Sie selbst erlebt schon sehr früh und bewusst
die Einschüchterungsmaßnahmen, die nach 1933 einsetzen. So entkommt sie nur zufällig einer Razzia im schwulen Kleist-Casino. Hier ein Foto und einige Anzeigen. Ende 1933 geht sie im Rahmen des NS-Arbeitsdienstes zunächst nach Westpreußen und nach Brandenburg. Sie hat permanent Probleme, auch wegen ihres Lesbischseins, wehrt sich aber auch sehr handfest. Mitte 1934 kehrt sie nach Berlin zurück, wird jedoch von der Adoptivmutter vor die Türe gesetzt, als diese ihr Lesbischsein entdeckt. Sie schlägt sich dann in Berlin durch, von Wohnung zu Wohnung, von Beziehung zu Beziehung. Sie wird sogar einmal auch von den Brüdern ihrer Freundin denunziert, wenngleich auch erfolglos. Sie selbst besucht bis 1938 illegale Treffpunkte für Lesben und Schwule, die es durchaus gab. Und sie unterstützt in dieser Zeit lesbische Freundinnen, die aus dem Konzentrationslager Ravensbrück zurückkommen und entlassen worden waren. Und auch lesbische Freundinnen, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft abgetaucht waren. Dass es illegale Treffpunkte gab, erzählen etliche Zeitzeuginnen. Aktenkundig sind auch die Bemühungen von Lotte Harm, der Herausgeberin der Freundin, die ich gezeigt hatte. Die versucht, ihren Damenclub Violetta, das war einer der größten Damenclubs, als Teil eines anderen Clubs verdeckt weiterzuführen. Aktenkundig sind aufgrund von Polizeiakten, dass es zwischen 1936 und 1940 mindestens 7 größere Bälle gab, mit bis zu 300 teilnehmenden Frauen. Was passiert nach 1945? Hilde Radusch engagiert sich gleich nach Kriegsende für die Opfer des Faschismus, wird jedoch erneut von der KPD als Lesbe denunziert, worauf sie ihren Job verliert. Sie kontert das Ganze, indem sie nun endgültig aus der Partei austritt. 1974 schließt sie sich einer der ersten bundesdeutschen Lesbengruppen an, der L74, Lesbos 74. Und sie stirbt 1994 im Alter von 91 Jahren. Gertrude Sandmann hat noch mehrere kleinere Ausstellungen. Sie schließt sich ebenfalls der L74 an und kreiert für die Zeitschrift dieser Gruppe, die heißt Unsere kleine Zeitung, kann sie gerne nachher nochmal zeigen, das Titelbild. Sie stirbt 1981 auch an den Folgen der Leiden in der NS-Zeit im Alter von 88 Jahren. Annette Eick bleibt in England, gründet eine eigene Kindertagesstätte und schreibt, sofern es die Zeit ihr erlaubt, Gedichte, nun aber Gedichte auf Englisch. Sie stirbt 2010 im Alter von 100 Jahren. Anneliese Wulff arbeitet weiter als Versicherungsangestellte und verkehrte weiterhin auch in der lesbischen Subkultur. Sie stirbt 1995 im Alter von 89 Jahren. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass es inzwischen auch einige Erinnerungs- und Gedenktafeln gibt, so eine für Hilde Radusch an ihrem letzten Wohnort, außerdem ein Gedenkstein von Gertrude Sandmann in einem Ensemble mit anderen Aktivistinnen der Lesbenbewegung der frühen 70er Jahre.
Und mit diesen Bemerkungen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die Fragen. Vielen Dank. Alors, merci beaucoup, Katia. Vous avez respecté le temps de parole, mais on va certainement vous poser encore des questions. On va tout de suite passer la parole à Jean-Luc et après on rassemblera un peu les questions. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait comme ça? Parfait. Très bien. Parfait. Voilà, alors Jean-Luc, c'est à vous. Très bien. Bien, ben, écoutez, je voulais d'abord adresser mes remerciements au Mémorial de la Shoah pour l'invitation à cette table ronde et pour la tenue de l'exposition qui assure une visibilité de la thématique auprès du grand public où elle gagne à être mieux connue. Donc, le parcours répressif de Rudolf Brazda s'inscrit d'abord et avant tout dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres ainsi que dans la province des Sudètes annexée par l'Allemagne nazie. Nos amis allemands voudront bien m'excuser d'empiéter quelque peu sur leur terrain, entre guillemets, quoique la vie de Rudolf, comme on le verra, revêt une dimension très européenne bien avant l'heure. Donc, je vais brièvement brosser son parcours de vie, de sa jeunesse jusqu'aux années 50, en me permettant aussi de faire un bond vers ces vieux jours lorsque s'est posée la question de la reconnaissance et du témoignage, et ce, sans vouloir déflorer le prochain cycle d'intervention à l'automne. Mais comme ces aspects sont documentés pour Rudolf, j'aurais eu tort de faire l'impasse. Les sources principales de cette intervention sont les archives judiciaires allemands des Tchèques, les archives administratives des camps de concentration, les archives institutionnelles françaises, l'état civil, la naturalisation, les fichiers domiciliaires, etc., ainsi que les documents personnels et surtout les entretiens réalisés avec Rudolf, principalement en 2008 et 2009. Donc, Rudolf Brazda naît le 26 juin 1913 à Brossen, un petit village de Saxe qui a été rattaché depuis au bourg de Meuselwitz en Thuringe dans les années 70. Il est le dernier de 8 frères et sœurs, donc 5 filles, 3 garçons. Alors, si ça va bien fonctionner, voilà, on le voit ici assis en compagnie de son frère Karl. Ses parents sont originaires de Bohême et se sont installés en Allemagne pour y travailler. Le père est mineur dans la région de Brossen, là où se trouvent de nombreuses mines de lignite. Ses parents sont donc des émigrés économiques venus de ce qui est alors l'Empire d'Autriche-Hongrie et dont les enfants sont tous nés en Allemagne. Ils y ont grandi, ont été éduqués et avec une volonté de ne pas être renvoyés à leurs racines tchèques. Ce qui fait que les parents ne transmettent pas le tchèque, la langue, à leurs enfants, qui s'expriment tous en allemand. Et ça, c'est un détail qui aura son importance plus tard, tout comme le fait que ces ouvriers des mines et leurs familles sont très sensibles à l'idéologie communiste dans sa défense des classes ouvrières. Rudolf grandit donc dans ce secteur limitrophe de 3 États allemands actuels, que sont la Saxe-Anhalt et la Thuringe. Et il est encore adolescent quand son père meurt brutalement. En 1928, il entre en apprentissage chez un couvreur, lui qui aurait tellement préféré devenir tailleur ou décorateur, mais on ne pouvait pas se montrer trop exigeant à l'époque de la crise économique, surtout quand on n'avait pas la nationalité allemande comme lui, qui était devenu tchécoslovaque en 1919 par son ascendance. Très vite, il a conscience cependant de sa sexualité. Et alors qu'il sort de l'adolescence, certaines de ses amies à Meuselwitz lui indiquent un jour dans la rue un garçon comme lui, entre guillemets. Ce garçon, nous l'avons ici, il s'appelle Werner Biltz. Alors je passe sur les péripéties de leur première rencontre. On est alors à l'été 1933 et les nazis sont arrivés au pouvoir en début d'année. Werner, qui travaille chez un tailleur de Meuselwitz, habite à quelques centaines de mètres de la boutique, chez une logeuse témoin de Jéhovah qui va aisément consentir à ce que Rudolf vienne également habiter sur place. Alors elle sait tout à fait de quoi il retourne et elle leur cède même à Rudolf et Werner la plus grande chambre de l'appartement. Bon, alors, petit bond dans le présent, cette maison, la voici, c'était le premier étage, ça a été pris en 2009. Il y a 2 ans, la dernière fois que j'y étais, elle était à peu près dans ce même état. Peu importe. Le lieu sert très vite de rendez-vous à une petite coterie d'amis homosexuels. On en voit quelques-uns ici.
Werner est à gauche, Rudolf tout à droite. Et puis, on y voit parfois aussi l'une ou l'autre de lesbienne, dont très probablement cette jeune fille. Donc tout se passe bien, mais les nuages noirs s'amoncellent à l'horizon à partir de 1935-36. Donc pour rappel, le paragraphe 175 a été renforcé par les nazis et la répression s'intensifie. Alors de temps en temps, tout ce monde se rend bien parfois à Leipzig, la grande ville du secteur, et ils ont bien vent des descentes de SA qui ont lieu dans certains établissements recevant une clientèle spéciale. Alors j'utilise là à dessein le terme policier français de l'époque, clientèle spéciale. Mais ce n'est peut-être pas suffisant pour alarmer tout ce joyeux petit monde. Et à l'automne 36, Werner est enrôlé sous les drapeaux assez tardivement pour effectuer son service militaire. Ça se passe dans une base aérienne à quelques dizaines de kilomètres de là. Et les deux amis sont temporairement séparés. Alors, Rudolf, qui ne travaillait plus depuis quelque temps, se voit attribuer un poste dans un hôtel-restaurant à Leipzig et il quitte Meuselwitz en mars 37, pendant que son compagnon est encore sous les drapeaux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que des enquêtes visent maintenant certains de leurs amis dans ce petit cercle d'homosexuels et c'est l'effet domino. Donc, la chute de l'un va entraîner celle des autres, dont Rudolf en dernier lieu. Alors ici, l'un des documents qui a été saisi par la police, donc c'est une simple photo, donc technique classique. Donc elle a été saisie chez l'une de ces personnes et donc le principe est le même. On en attrape un, on perquisitionne chez lui à la recherche de lettres, de photos, de carnets d'adresses, etc. Et puis on déroule le fil de la pelote jusqu'au suivant. Donc début avril 37. Rudolf est arrêté dans sa chambre de service à l'hôtel Leipzig. Il y est seulement depuis un mois. Il est entendu par la police sur place et il est incarcéré puis envoyé au procès à Altenburg en Thuringe, donc le chef-lieu d'arrondissement de son ancien domicile. Et le 14 mai, il passe en procès ou en jugement à Altenburg et je vais vous fournir quelques extraits. Donc, première chose, il est dit ici qu'il écope de 6 mois de détention ainsi que les coups de justice pour débauche avec un autre homme. Ensuite, ça devient très détaillé. Je précise, les parties soulignées sont de moi. Donc, on explique que Rudolf, toutes les 1 à 2 semaines, se masturbait mutuellement avec son compagnon de l'époque et qu'il se satisfaisait sexuellement jusqu'à épanchement séminal. Et au passage, ils s'étreignaient et s'embrassaient. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de masturbation mutuelle, il n'est pas question de sexe pénétratif, mais c'est cependant suffisant. Par ailleurs, Rudolf déclare qu'il est lui-même homosexuel ou d'orientation exclusivement homosexuelle et que le sentiment qu'il éprouve à l'égard de Werner, c'est de l'amour. Et puis, au passage, on apprend qu'il se donne des noms de filles, puisque pour Werner, Rudolf est Inge, et inversement, Rudolf appelle son compagnon Uschi, pour plaisanter. Donc, en plus de ça, il se donne des noms de filles. Donc, on a ici, ensuite, dans les attendus, l'explication du quantum de peine et aussi de pourquoi ils ont été condamnés. Donc, on explique que Rudolf s'est rendu coupable d'un délit au titre de l'article 175, donc délit et non pas crime. Donc, on n'est pas dans le cas de figure de l'article 175A, les dispositions renforcées. Donc, délit au titre de l'article 175, et on explique que la débauche avec un autre homme concerne tout ce qui implique des contacts, tout comportement allant à l'encontre de la bonne moralité entre hommes dès lors qu'il y a contact entre les corps. Et on précise que c'est également le cas dans le cas de la masturbation mutuelle. Donc c'est suffisant pour constituer un délit. Manifestement, Rudolf a essayé d'avancer comme circonstance atténuante
que l'homosexualité était une maladie, mais l'argument ne fait pas mouche auprès de la justice. Et on lui dit en outre que, eh bien, il aurait dû se contrôler, à plus forte raison, lui qui est un étranger résident en Allemagne, ou même né en Allemagne, en précisant bien que le danger que représente la débauche entre hommes pour l'intégrité du peuple. Et donc, il aurait dû tout faire pour contrer sa pulsion contre nature, ce que requiert de chacun, et très justement, das sittliche Volksempfinden, c'est-à-dire la bonne moralité ou le bon ressenti de la moralité populaire. L'expression consacrée en principe est gesunde Volksempfinden, c'est-à-dire la saine bonne moralité populaire. Quoi qu'il en soit, Rudolf est condamné et il passe le reste de sa peine à la prison d'Altenburg. Alors, petit saut dans le futur, nous le voyons ici en 2009. Nous sommes derrière le tribunal d'Altenburg qu'il a condamné et sur l'emplacement de ce qui était la prison qui, à l'époque, avait été transformée en parking. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout était dit dans ce compte-rendu, dans ces minutes de procès, concernant l'homosexualité simple, c'est-à-dire donc celle qui est pratiquée entre adultes consentants. Pour information, Rudolf va ensuite être expulsé vers la Tchécoslovaquie. Quant à Werner Pilz, qui lui poursuivait son service militaire, il est fort probable qu'il ait été lui-même aussi condamné pour le même chef, mais cela s'est fait probablement devant un tribunal militaire, mais on n'en a pas la trace. Quoi qu'il en soit, plus tard, Rudolf et Werner ne se verront probablement plus, et la guerre passant par là, Werner sera une victime de la guerre comme beaucoup d'autres, puisqu'il est disparu sur le front de l'Est et un jugement déclaratif du tribunal administratif ou d'un tribunal administratif est-allemand fixe après-guerre pour la forme la date de son décès au 31 décembre 1945. Bien, donc à sa sortie de prison, Rudolf étant désormais étranger avec des antécédents pénaux, c'est l'expulsion qui le guette. Donc elle intervient fin de l'année 37, début 38, on n'a pas la date exacte. Il doit donc s'exiler vers la Tchécoslovaquie, ce pays qui est théoriquement le sien, mais dont il ne parle pas la langue. Alors, il choisit assez logiquement la province germanophone des Sudètes, et plus particulièrement Karlsbad, où il s'était déjà rendu en vacances avec Werner quelques années plus tôt et où il avait gardé l'un ou l'autre contact. Donc pendant quelques mois, il va vivre au jour le jour, en intégrant même une troupe de théâtre itinérant, jusqu'à ce que l'Allemagne envahisse les Sudètes en octobre 38. Alors un peu paradoxalement, et malgré la Seconde Guerre mondiale qui s'annonce, la vie reprend pour lui un semblant de normalité. Alors, il y a là quelques photos qui le montrent. Celle-ci fait partie de l'exposition également, et vous remarquerez peut-être, si on le voit, l'oriflamme nazie ici qui flotte sur ce très beau bâtiment Jugendstil qui existe aujourd'hui encore. Alors, il se fait de nouveau des amis, voilà, quelques photos d'époque, et finalement, en mars 39, reprend un travail de couvreur. Alors, tout se passerait relativement bien, mais l'histoire va se répéter. Alors, nous avons là quelques exemples. Donc, tout d'abord, une connaissance de Rudolf se fait remarquer par la police suite à une annonce qu'il a fait paraître en août 1940. Alors, l'annonce, c'est le petit entrefilet en bas. Et ça dit la chose suivante. Donc, monsieur, la trentaine, recherche, gentil et intelligent, ami et camarade de marche. Alors, cette annonce, c'est déjà la deuxième qu'il place dans le journal parce que la première, assez similaire, avait pas récolté les réponses qu'il avait espérées parce que beaucoup de femmes avaient répondu à l'annonce. Et donc, dans celle-ci, il précise, pour que les choses soient bien claires, Damenwelt ausgeschlossen, donc en d'autres termes, gente féminine s'abstenir. Alors évidemment, ça a tout de suite frappé dans l'œil de la police locale qui découpe l'article
Ce papier est en fait fait partie du dossier d'instruction et on voit cette mention rouge qui nous dit sofort, c'est-à-dire traitement immédiat. Donc la police va se renseigner auprès du journal pour savoir qui a placé l'annonce et cette personne est mise sous surveillance discrète. Autre cas, celui-ci qui est une lettre de dénonciation. Alors, le texte original est un petit peu passé, donc je l'ai repris sur la gauche. C'est écrit dans un style assez grossier, pour pas dire vulgaire, mais ça dit à peu près la chose suivante. Donc, à l'attention du commissariat de police, j'aimerais vous signaler que chez nous, dans la maison au Reichsadler, habite une tante, alors on utilise le terme péjoratif, un warmer Bruder, donc habite une tante du nom de Josef Nowak, qui reçoit toujours des visites masculines et qui en plus se montre particulièrement insolent à l'égard des autres locataires. Merci de rabattre le caquet à ce monsieur. Et c'est signé avec la formule habituelle de conclusion. Et donc là aussi, ça va diligenter une enquête et très vite, les deux enquêtes vont se rejoindre et vont aussi pointer vers Rudolf puisqu'il connaît les deux individus en question. Et comme cela, il est convoqué à la police le 1er avril 1941 pour être interrogé et ne recouvrera sa liberté que 4 ans plus tard. Alors tout de suite après son interrogatoire, il est placé en détention provisoire jusqu'à son second procès qui a lieu le 14 septembre 1941 à Eger, aujourd'hui Cheb, en République tchèque, et où il est jugé avec 3 autres. Donc les 2 visés par les 2 enquêtes policières initiales et son compagnon de l'époque, rappelé de son affectation de l'armée pour le procès. Donc l'histoire se répète vraiment, sauf que cette fois, ce ne sont pas 6 mais 16 mois dont Rudolf écope, ramené à 14 mois par confusion des peines. Son compagnon prend 8 mois, qui va purger dans une forteresse de la Wehrmacht. Celui victime d'une dénonciation, 10 mois. Quant à l'homme de la petite annonce, il écope d'1 an de prison. Mais on ne sait pas trop ce qu'il est devenu après la prison de Zwickau. Alors, Rudolf et cet autre homme sont des récidivistes et le placement en Schutzhaft, donc en détention de protection, pèse désormais sur leur tête, en application donc de l'ordonnance du 17 juillet 40 de Himmler qui demande que tout homme ayant séduit plus d'un autre homme soit envoyé au camp de concentration. Au final, seul Rudolf est, semble-t-il, envoyé au camp de concentration une fois sa peine purgée. Alors, il arrive à Buchenwald le 8 août 1942, la police judiciaire de Karlsbad l'ayant fait transférer avec l'assentiment de la Gestapo. Vous avez ici sa carte de détenu, donc en haut à gauche des informations d'état civil et puis de lieu de résidence. Une petite erreur au passage, il est indiqué comme étant de nationalité DR, Deutsches Reich allemand, ce qui n'est pas le cas. On voit ici donc sa date d'arrivée, à la demande de qui, il est à Buchenwald et pour article 175 avec 2 condamnations précédentes. Ici, à droite, des informations anthropométriques et en haut, donc le numéro matriculaire et le triangle surmonté de la mention homo et le triangle est légèrement colorié en rose, ce qui est assez rare, c'est une des rares cartes de ce type qui présente ceci. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur le vécu dans le camp, si ce n'est pour dire qu'il commence d'abord par le commando disciplinaire de la carrière et quelques mois plus tard est affecté au commando des couvreurs, où il va demeurer quasiment jusqu'à la libération du camp. Alors rappelez-vous, il est couvreur de métier, c'était une profession en demande au camp de concentration pour l'entretien des bâtiments et de leurs toitures. Rappelez-vous encore, Rudolf avait grandi en milieu ouvrier sensible aux idéaux communistes. Or, c'est à Buchenwald que beaucoup de communistes et sociodémocrates avaient été internés. Et son capot au sein du commando des couvreurs est un certain Gustav Wilms, qui est là depuis mai 1938. Il était lui-même cadre local du PC dans sa ville natale d'Essen. Et le courant passe bien entre les deux, même si Gustav Wilms et beaucoup d'autres communistes, ça a été dit en introduction, n'étaient pas nécessairement favorablement disposés à l'égard des homosexuels. Il y a cette petite anecdote selon laquelle Gustav Wilms, dans sa jeunesse, aurait lancé ou balancé le cadavre d'un chat crevé dans un local de rencontre homosexuelle, un signe de défiance un peu. Quoi qu'il en soit, travailler chez les couvreurs
offre quelques avantages. Donc, c'est un petit peu plus de nourriture, une relative liberté de déplacement en journée à l'intérieur du camp, et donc plus de chances de survie aussi, surtout quand on peut bénéficier de protection au sein de la hiérarchie prisonnière qui est quand même dominée par les communistes. Alors, c'est aussi au sein de ce commando que Rudolf fait une rencontre décisive pour la suite, celle de Fernand Beinert, qui est un communiste alsacien arrêté très tôt au moment de l'annexion de fait, donc l'annexion de fait de l'Alsace. On est fin juillet 40 à Mulhouse, il passe par le camp spécial de Fort-Bruck-Schirmeck, puis est envoyé à Buchenwald, où il y est depuis janvier 41. Donc il s'apprécie et sympathise, et puis lorsqu'arrive le temps de la libération de Buchenwald en avril 45, Rudolf décide de le suivre en Alsace. Alors nous avons ici le document d'identité provisoire qui est remis à Rudolf, puisque pour beaucoup, les documents qu'ils avaient apportés au camp de concentration n'étaient plus disponibles. Donc on voit ici son identité, depuis de camp à camp il a été interné, avec une petite erreur sur la date à gauche qui nous dit 30 mars 41, dans la pratique c'est 1er avril. Et donc lui se rendre rue de Tunis à Mulhouse, qui était l'adresse du frère de Fernand Beinert. Et avant de partir, le 24 avril 44, parmi d'autres, eh bien, ils se font photographier, et c'est un des rares documents qu'on a de Rudolf qui provient du camp de concentration de Buchenwald libéré. On voit ici Rudolf à gauche, Fernand Beinert à droite, et derrière on distingue encore une tour de garde, et on distingue même un peu la neige sur le toit, puisqu'il y avait eu un épisode neigeux encore à la mi-avril. Donc, Rudolf et Fernand se mettent en route pour l'Alsace. Alors, j'enchaîne très rapidement. Ils partent de Buchenwald le 24 avril 45, arrivent en France le 7 mai par Thionville, sont à Metz le 8 mai lors de l'annonce de la capitulation, et le 10, ils arrivent à Mulhouse, où Rudolf va s'établir. Il y a suffisamment de travail, et même s'il ne parle pas français, le dialecte alsacien est répandu, et il arrive à se faire comprendre, tout en rappelant qu'il est tchèque et pas allemand. Ce nouveau départ dans la vie est la première fois où un choix ne lui est pas dicté par le régime nazi et sa répression de l'homosexualité. Et en 1950, lors d'un bal costumé, où Rudolf était très probablement habillé comme ceci, on le voit ici à gauche, eh bien c'est là qu'il fait la rencontre de celui qui va devenir son compagnon de vie, à savoir Édouard Mayer, que nous voyons ici sur le scooter à droite, Rudolf est à l'arrière. Donc il va le fréquenter plusieurs années avant de s'installer avec lui dans les années 50, et en 1962, eh bien, ils emménagent dans une petite maison qu'ils se sont construits à Kingersheim, au nord de Mulhouse. Et ils vont passer comme ça près de 50 années ensemble, jusqu'au décès d'Eddie, le 25 novembre 2003. J'en viens maintenant à la question un peu de la reconnaissance. Alors, Rudolf, en avril 88, va introduire une demande en Allemagne d'indemnisation au titre des victimes non juives de la répression nazie. Et voilà quelques extraits de la réponse qui lui est faite en janvier 89. Donc, on lui dit que eh bien, sa demande n'est pas recevable puisque il ne rentre pas dans les critères d'attribution de cette indemnisation. Tout comme en France précédemment, l'administration ne conteste pas tellement la matérialité des poursuites, mais explique simplement que la personne ne rentre pas dans les critères d'attribution. Alors, je poursuis. Donc, on explique le pourquoi. On dit que d'après le paragraphe, donc le texte de loi de la loi fédérale d'indemnisation, on définit quels sont les critères qui font d'une personne une victime du nazisme, et on explique que ce sont les personnes qui ont été victimes de la persécution pour des questions d'opposition politique contre le national-socialisme, ou pour des questions de race, de croyances religieuses ou d'opinion, et qui auraient résulté en des mesures répressives de la part du nazisme, résultant en des
dommages, des dégâts existentiels, corporels, à la santé, des préjudices à la liberté, à la propriété, à la fortune, et également qui auraient pu être entravés dans leur devenir professionnel. Et donc, dans le cas de Rudolf, la réponse est cinglante, ceci n'est pas votre cas. Donc, comme je l'ai dit, l'administration ne conteste pas les choses. D'ailleurs, elle précise bien que, renseignements pris, on a bien pu établir qu'il a été arrêté par la police criminelle ou judiciaire de Carlsbad le 1er avril 1941, qu'il a été interné à Buchenwald à compter du 8 août 1942, qu'il y était encore en février 1945, mais qu'il y avait également ces peines, ces antécédents, où il était condamné à un total de 1 an 8 mois, donc c'est 2 peines cumulées de prison pour délit à l'article 175, donc on précise bien que c'est l'homosexualité. Et par conséquence, eh bien, il ne rentre pas dans les critères d'attribution et on ne peut donc rien faire pour lui. Il aurait certes pu tenter une démarche similaire auprès des autorités françaises, mais il ne le fait pas. Lui qui ne maîtrise toujours pas très bien le français et qui ne voulait pas faire valoir qu'il était homosexuel. L'administration française, du reste, n'aurait de toute façon pas pu donner suite non plus, parce que, non pas en raison du motif, mais parce qu'il fallait résider en France, ou plus tard en septembre 1939, pour être éligible, ce qui n'était évidemment pas le cas de Rudolf. Donc s'il a été privé d'une indemnisation matérielle, il s'en est tout de même plutôt bien sorti malgré tout. Parce que Rudolf a réussi à faire reconnaître par l'administration des pensions allemandes que toute la période allant de son apprentissage, donc 1928, jusqu'à sa sortie de Buchenwald, est considérée comme période travaillée. Alors ça surprendra sans doute, et même si le taux pris en compte était très bas pour ces quelques 18 années, sa pension allemande représentera tout de même un tiers du montant total de sa retraite à la fin. Et matériellement parlant, il s'en est donc mieux tiré que s'il avait été bénéficiaire d'un paiement forfaitaire symbolique assez modique, voire d'une toute petite pension d'invalidité. Alors, s'agissant de la reconnaissance, je conclus quand même sur ce petit pied de nez de l'histoire, puisqu'en reconnaissance de son engagement à témoigner pendant les 2 dernières années de sa vie, Rudolf a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 28 avril 2011, il y a 10 ans maintenant, son insigne lui étant remise par Marie-Josée Schombardelove, qu'on voit à droite, qui était présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation et elle-même déportée à Ravensbrück. Alors, quelques observations finales pour répondre à la question posée dans cette table ronde, à savoir quelle stratégie adopter quand on est homosexuel ou lesbienne et que s'installe la terreur. Alors, aucune des réponses proposées entre s'exiler, résister, se cacher ne s'applique véritablement à Rudolf. À la rigueur, l'exil, mais le sien n'était pas le résultat d'un choix volontaire, puisque l'exil lui est imposé. Alors, Rudolf l'avait d'ailleurs certes vu venir, en ce sens que dès l'instruction de son premier procès, les enquêteurs y avaient fait allusion, à quoi Rudolf avait répondu de façon très mélodramatique, qu'il préférait se suicider ou s'exiler en Tchécoslovaquie plutôt que de devoir changer son orientation sexuelle. Il ne croyait pas si bien dire. Alors, je me garderai bien de tirer des généralités sur la seule base de son parcours de vie ou celui de ses amis et connaissances, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il régnait dans ce groupe d'individus une assez grande insouciance, parce que l'épisode de la nuit des longs couteaux à l'été 1934 aurait dû être un électrochoc pour eux, tout comme le renforcement de l'article 175 l'année après. Mais peut-être que la répression tardive hors des grandes villes avait fait baisser la garde à ses amis. La nuit des longs couteaux, c'est juin-juillet 1934. Rudolf et ses amis ne sont visés par des enquêtes que 2 ans et demi plus tard. Donc tout cela reste du domaine de l'hypothèse. Mais pour Rudolf et son entourage, durant la deuxième moitié des années 30, c'est donc plus le déni et l'incrédulité qui prévalaient face aux dangers qui menaçaient les hommes identifiés comme homosexuels. Sur l'aspect déportation, je crois qu'il est bon de préciser aussi que Rudolf présente, pour ainsi dire, un cas presque idéal, entre guillemets, du déporté triangle rose, d'abord parce qu'il a été condamné pour des affaires d'homosexualité dites simples, c'est-à-dire entre adultes consentants,
mais sans doute aussi parce qu'on a affaire à un homosexuel au sens presque actuel du terme, à savoir un homme qui est conscient de son orientation sexuelle et du fait qu'il n'est pas le seul dans ce cas, un homme qui va rechercher la compagnie d'autres homosexuels et vivre sa sexualité plus ou moins ouvertement, et sans céder à la pression sociale qui voudrait, qui consistait à penser qu'épouser une femme suffirait pour que tout retombe dans l'ordre, au moins en façade, une stratégie par ailleurs très commune pour l'époque et souvent observée chez de nombreux déportés visés. Alors cette homosexualité consciente et vécue ne caractérise pas tous les triangles roses déportés en lien avec l'homosexualité, certains ayant aussi pu être entraînés parce qu'il avait suffi parfois d'une seule fois pour alerter les autorités. Se pose accessoirement la question de la perception individuelle des concernés. Se seraient-ils tous identifiés comme homosexuels à l'époque? C'est très difficile à déterminer aujourd'hui, même si empiriquement, j'estime que ce serait le cas pour, mettons, près des 2/3, mais il faut aussi laisser une part raisonnable au doute et s'abstenir de toute surinterprétation et généralisation abusive, surtout quand les choses ne sont pas aussi clairement définies, notamment lorsqu'il nous manque des éléments objectifs, comme ceux qui transparaissent parfois dans les dossiers d'instruction. En guise de conclusion, donc à partir des années 70, il a beaucoup été question du triangle rose porté par les déportés accusés d'homosexualité. Ce triangle rose a progressivement été repris comme symbole par les militants de l'émancipation homosexuelle en Europe et aux États-Unis, à tel point qu'aujourd'hui, ce symbole a pratiquement supplanté le fait historique, alors notamment en France. Et par là, je veux dire que chez les militants LGBT, on observe trop souvent cet amalgame ou ce raccourci qui consiste à faire de toutes les victimes de la répression nazie de l'homosexualité des triangles roses. Or, en France, ça n'est pas le cas. Alors, ça n'est pas le cas pour l'Allemagne. Là, on a une grosse différence entre les deux pays, je l'admets, mais les triangles roses en France ne sont qu'une minorité, on parle de 10 à 11 personnes, dans la minorité que représentent eux-mêmes les déportés concentrationnaires en lien avec l'homosexualité. Donc, à l'heure actuelle, une trentaine. Alors, faire de toutes les victimes de cette répression depuis le sol français des triangles roses est non seulement historiquement faux, mais revient aussi à ignorer toute la diversité de la répression sur le sol français. Et là, je pense notamment à l'Alsace, donc la région annexée la plus fortement touchée, qui rassemble près des 2/3 des hommes concernés sur l'ensemble du pays, et où une bonne part furent emprisonnés après procès ou internés au camp spécial de Fort-Bruck-Schirmeck, parfois les deux. Donc de ce point de vue, il y a encore beaucoup à faire en France pour que ce fait historique soit enfin intégré, à commencer par la militance LGBT et les associations mémoriales dédiées. Je vois par exemple encore beaucoup trop souvent de nos jours la personne de Pierre Zell, qui fut envoyé au camp de Schirmeck, erronément associé au triangle rose dont il ne fut pas. Je referme la parenthèse pour en revenir à Rudolf. Comme je l'ai dit au début de l'intervention, la répression dont il a été victime a eu lieu sur le sol allemand et dans les Sudètes annexées par les nazis. Donc, de ce point de vue, son histoire ne s'inscrit pas dans le cadre de la répression pratiquée sur le sol français par l'envahisseur allemand. J'aurais certes pu évoquer ici le destin de l'un ou l'autre des rares triangles roses français, avec un peu moins d'éléments factuels à disposition, il est vrai. Rudolf n'en demeure pas moins le dernier grand témoin de la répression nazie de l'homosexualité, et son histoire toute singulière est d'autant plus remarquable que son parcours de vie a été une conséquence directe du contexte de l'époque en Europe centrale, sur lequel sont venues se greffer les persécutions nazies de l'homosexualité. Son itinéraire de vie, géographiquement parlant, commence en Allemagne, passe ensuite par la Tchécoslovaquie, revient en Allemagne pour finalement aboutir en France. Et ce qui le rend certainement plus attachant encore, c'est que malgré les épreuves du début et une vie digne d'un roman, Rudolf n'était jamais le dernier quand il s'agissait de rire, et alors qu'il aurait pu devenir une personne aigrie. Cette photo a été prise le 25 avril 2010, lors de la journée nationale du souvenir de la déportation, on voit là avec un grand sourire et une de ses nombreuses chemises roses ou violettes, une couleur qu'il affectionnait particulièrement malgré tout. Alors sans aller jusqu'à parler d'une personnalité solaire, il était quelqu'un de profondément joyeux,
même si inconsciemment les traumatismes de son passé le poursuivaient encore dans son sommeil. Et bon, il ne s'est rendu compte de la valeur de son témoignage que vers la toute fin de sa vie et encore. Pour l'anecdote, en 1979, il avait eu vent de l'Homo Loulou, qui était la première grande manifestation en Allemagne de l'Ouest, premier grand rassemblement homosexuel. Donc il s'y est rendu parce que Francfort, depuis Kingersheim, c'était 300 km à peu près. Et donc, il a pu rencontrer pas mal de monde. Il a acquis à ce moment-là le livre de Heinz Heger, Die Männer mit dem rosa Wind, donc les hommes au triangle rose. Et puis, il a également fait la connaissance de l'éditeur allemand Egmont Fassbinder, qui animait justement cette maison d'édition, Rosa Wind Verlag, qui lui a d'ailleurs proposé de publier sa biographie aussi, mais Rudolf ne donne pas suite et 30 ans après, il n'est toujours pas convaincu de l'intérêt de sa biographie parce qu'il me disait lui-même oh, qui c'est que ça va intéresser? On prend les hommes au triangle rose, on adapte un peu et puis c'est ma vie. Donc, en dépit, donc s'il ne revendiquait rien pour lui, malgré un début de vie assez tourmenté, il nous laisse malgré tout un témoignage où l'optimisme l'emporte sur le tragique et la débrouille sur le respect servile des règles et des conventions. Et s'il ne revendiquait rien pour lui-même, il s'est retrouvé un peu malgré lui projeté sur le devant de la scène à près de 95 ans, a accepté de témoigner malgré son âge avancé, et c'est à ce titre que le dernier triangle rose, entre guillemets, a été distingué symboliquement par la France peu avant sa mort sur ONU le 3 août 2011, il y a bientôt 10 ans de cela. Je conclus sur cette dernière photo que vous trouverez dans l'exposition. C'est une sorte de mise en abîme où Rudolf apparaît un peu flou à l'arrière-plan et nous tend comme sorti de l'au-delà ce petit cadre qui contient la minuscule photo originale le montrant avec Fernand Beinert à Buchenwald libéré. Vous retrouverez cet objet et puis cette photo dans l'exposition. Et je vous remercie de votre patience et de votre attention. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'il y a des questions. Je vais peut-être juste en poser rapidement deux petites questions, enfin petites, avant de vous laisser la parole. D'abord, c'est des précisions. Je voudrais demander à Katia, le terme de garçonne, c'est un terme qui est français, donc c'est un terme que s'étaient réapproprié les lesbiennes allemandes, si j'ai bien compris, c'est ça, le terme de garçonne. Et vous savez d'où vient l'origine du terme de garçonne? Non, je sais pas, de George Sand, de Colette, je ne sais pas. Bon, peut-être quelqu'un sait dans la salle, si je puis dire, et nous le dira. Voilà, alors ça c'était, oui. Allez-y, Katia, oui. Es gibt einen Roman von Victor Marguerite. Ah, mais oui, bien sûr. Und dieser skandalöse Roman, wo ja auch eine sehr freizügige zwischen den Geschlechtern hin und her schwankende Figur auftaucht, ist eben dann auch aufgrund der Illustrationen, die es bei der österreichischen Ausgabe und dann später bei der deutschen Ausgabe gab, zum Inbegriff der modernen, femme fatale-artigen Lesbe geworden. Und danach wurde das benannt. Also gehen wir zumindest davon aus. Ja, so. Es ist übrigens so, dass nicht nur die Zeitung so benannt wurde, sondern es gab dann auch Clubs, die sich so zum Teil benannten. Also das war, es gab einen Frauenclub, Garçon in Berlin-Schöneberg, der sich so benannte. D'accord. Bon, très bien. Ensuite, j'avais une autre question, mais bon, elle déboucherait sur beaucoup trop long à expliquer à Jean-Luc Schwab. Vous avez terminé en faisant en esquissant un parallèle avec l'homosexualité sous Vichy et puis sous le Troisième Reich. Si vous pouvez nous dire deux mots sur quelle est cette grande différence, comment Vichy s'est comporté vis-à-vis des homosexuels, est-ce qu'ils ont coopéré tout à fait, l'administration, avec les Allemands, comme ils l'ont fait pour les Juifs, ou est-ce que ça s'est passé un peu mieux, je ne sais pas.
Alors, grande thème, Oui, je sais bien. je vais essayer de répondre de façon succincte. Alors déjà, s'agissant de la France, déjà, il fallait repérer les homosexuels et on a des traces, en tout cas, que dans les années 30, il y avait déjà, et probablement avant déjà aussi, une surveillance policière. Elle n'est pas généralisée ou formalisée en tant que telle, mais dans les différentes archives, on trouve des allusions qui renvoient à une forme de surveillance. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas, a priori, à cette époque-là, de fichage généralisé des homosexuels. Donc, on va beaucoup se rapporter aux connaissances de police locale. Ça, c'est la première chose. Donc, alors, s'agissant maintenant de la différence entre Vichy et l'Allemagne, alors là aussi, pour l'Allemagne, la persécution des homosexuels ou des personnes identifiées comme telles et repérées comme telles n'est pas systématique, contrairement à ce mythe militant des années 70 qui consistait à faire le parallèle avec la répression juive. Mais bien évidemment, il y a une surveillance qui existe là aussi et elle est particulièrement accrue dès lors qu'une personne est passée en justice. Et comme je l'ai mentionné avant, dès lors qu'il y a récidive, vous vous exposez au camp de concentration. Donc, pour rappel, les chiffres, on estime que la centrale ou l'Office central de lutte contre l'avortement et l'homosexualité, qui est formalisé en 36, donc qui commence à rassembler des fiches, disposait de 100 000 fiches en Allemagne, qui étaient remplies soit par la justice, soit par la police. Bon, le fichier ne nous est pas parvenu, mais on sait que Rudolf était listé là-dedans, puisque dans l'instruction, à un moment, il est dit Berlin sera informé au moyen du formulaire B, qui était le formulaire utilisé par l'administration. Donc, 100 000 personnes dans ce fichier, dont à peu près la moitié étaient passées en procès et avaient été condamnées, et comme on l'estime souvent, donc de 5 à 15 000 hommes ont été déportés en camp de concentration. À l'heure actuelle, on serait même plutôt vers la fourchette basse, on penche à quelques 6 000 à peu près. Donc ça, c'est la gradation. Maintenant, se poser la question, que s'est-il passé en France par rapport à l'Allemagne? Alors déjà, la grosse chose qu'il faut bien garder présente à l'esprit, c'est que la répression en France va être fonction de la division territoriale qui est imposée à la France par l'occupant. On va avoir, si je fais en gros le partage, donc on a l'Alsace et la Moselle qui sont territoires annexés et où progressivement vont s'appliquer les lois allemandes, donc où les homosexuels ou repérés comme tels vont être traités à la façon de l'Allemagne, grosso modo. Vous avez ensuite en France la zone nord, donc dite occupée, et la zone sud, non occupée, au moins jusqu'en 42, où Vichy est encore, alors Vichy a théoriquement la tutelle sur les deux zones, mais n'est véritablement maître chez elle, pour ainsi dire, qu'en zone sud. Pour ce qui est de la zone nord, les cas qui nous sont connus sont vraiment des cas assez anecdotiques. Alors, on a en gros, ça c'est quelque chose qui a peut-être déjà été mentionné lors des précédents séminaires, lors des 2 semaines passées, mais on va dire en gros qu'en zone nord, les personnes qui sont touchées par la répression vont être des personnes qui vont essayer de fricoter, pour ainsi dire, avec des soldats allemands. Et donc, lorsqu'il y a répression, ils vont certes être jugés au titre de l'article 175, mais par des tribunaux militaires. Disons, je récapitule très, très brièvement. Ensuite, on a des cas vraiment plus anecdotiques. Et en zone sud, alors on a toujours dit que pour la zone sud, Vichy, la date clé, c'est la loi du 6 août 42, qui introduit donc une discrimination sur l'âge du consentement sexuel, selon qu'il s'agit de relations hétérosexuelles ou homosexuelles, hein, puisque on admet à l'époque l'âge du consentement est fixé à 13 ans. Donc, dès lors que c'est un majeur et une personne mineure de plus de 13 ans dans le contexte hétérosexuel, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. En théorie, bon, il y a toujours possibilité d'arguer de l'excitation de mineurs à la débauche, etc. Mais dans le contexte, la même chose dans le contexte homosexuel tombe sous le coup de la loi. Et donc, on pourrait penser que c'est vraiment à partir d'août 42 que les choses vont s'aggraver pour les homosexuels.
Et maintenant, mais on se rend compte que Vichy a eu une politique répressive bien avant le passage de cette loi, et c'est notamment par le biais de l'internement administratif, donc l'internement administratif qui est encore une mesure héritée de la Troisième République au moment de l'entrée en guerre, qui consiste à isoler les personnes qui posent un danger potentiel pour l'ordre public ou la défense nationale. Ces dispositifs sont peu à peu renforcés par Vichy, mais on sait par exemple que pour la Côte d'Azur, probablement de par aussi sa dimension particulière de relatif libéralisme vis-à-vis de l'homosexualité sur les places de Cannes et de Nice, s'engage dès octobre 40 une action répressive et qui va viser principalement les homosexuels, les souteneurs et toutes les personnes qu'on va considérer comme indésirables. Et donc, si on considère simplement l'aspect répressif ou l'internement administratif, on a déjà pour cette période-là à peu près une cinquantaine de personnes, principalement sur le département des Alpes-Maritimes. On en trouve quelques-uns dans le Gers également, qui sont des Alsaciens qui ont été expulsés. Et puis, il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux, lorsqu'ils sont encore dans les lieux spécifiques de rétention pour les internés administratifs, certains vont se retrouver à Fort-Barreau jusqu'à pratiquement la toute fin. Et dans les quelques 400 détenus de Fort-Barreau, alors pas tous pour homosexualité, on avait là du marché noir, des souteneurs, etc. Mais on a au moins 7 personnes qui sont sur accusation d'homosexualité, qui vont se retrouver envoyées à Buchenwald. Donc là, on est vraiment sur un cas parce que le camp est évacué par les Allemands qui mettent tout le monde dans les trains pour Buchenwald. Donc là, on est dans un cas vraiment particulier de personnes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Maintenant, y a-t-il eu une politique répressive de Vichy orientée spécialement à la destination des homosexuels, consistant à les envoyer ou à les remettre à l'occupation allemande? La réponse est non. La répression, elle est d'assez faible ampleur, mais il n'y a pas de comparaison possible avec l'Allemagne nazie de l'époque. Désolé pour la longueur de la réponse. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Ça semble. Je crois que vous avez bien répondu à la question de Gérard Gabert, hein, il me semble. Gérard, es-tu là? Non, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, Katia, on a des questions vous ont été posées concernant les lieux que vous avez évoqués, tous les clubs dans les années 30. Attendez, j'essaie de retrouver la question. Je la retrouve. Ah oui, Elisabeth Lebovici, vous dites Katia a évoqué des lieux clandestins illégaux à Berlin où se rencontraient les lesbiennes entre 36 et 40. Pouvez-vous en dire plus? Katia, vous pouvez répondre à la question? Vielleicht 2 Antworten dazu. Also es gab, so können wir den Informationen der Zeuginnen entnehmen, zum einen private Treffen, etliche. Man hat sich dann, sage ich jetzt mal, zum Skatspielen getroffen. Zum anderen gab es nicht wirklich für außenstehend erkennbare Stammtische in Lokalen. Man hat sich in Lokalen getroffen und eben als Frauenkränzchen sozusagen dann so. Und nur Eingeweihte wussten dann eben Bescheid, dass es diese Treffen gibt und dass man daran teilnehmen konnte. Das Dritte, was ich eben darauf hingewiesen hatte, war, dass es eben diese Polizeiakte gibt über den Damenclub Violetta, der zweimal erfolgreich es geschafft hat, sich einem anderen Club anzuschließen und Tanzveranstaltungen durchzuführen. Zuletzt eben unter dem Dach der Lustigen Neun. Es war ein Kegelclub,
Daher auch die Zahl, lustige 9, also 9 Kegel, die umfallen, den es im Übrigen schon sehr lange gab. Und sie konnten unter dem Deckmantel eben eine Vereinsversammlung durchzuführen, eine Vergnügungsveranstaltung durchzuführen, eine Art jährliches oder monatliches Clubtreffen zu veranstalten, diese Veranstaltungen durchführen. Die gezeigten Eintrittskarten sind eben aus dieser Polizeiakte. Und die Überwachungen fangen schon sehr früh an. Die Polizei bemüht sich, auch Informationen darüber zu bekommen und kann sich dann auch Zugang verschaffen für die Spitzel, die dort reingehen, die dann minutiös beschreiben, was dort passiert. Also wie viele teilnehmen, wie viele davon in der Kleidung des anderen Geschlechts auftreten, also Transpersonen auch teilnehmen. Und dann auch, wie viele davon vermutlich jüdisch sind und was dann eben so passiert. Das gibt es sozusagen davon. Interessant ist, dass gegen diese Veranstaltungen nicht eingeschritten wird. Also es gibt zwar dann bei manchen die Aufnahme von Personalien oder die Veranstalterinnen müssen sich dann mal rechtfertigen dafür, aber es wird nicht aufgehoben. Und was auch auffällt, ist, dass die Polizisten offensichtlich keine Handhabe richtig haben, wie sie vorgehen sollen und auch keine Anweisung diesbezüglich bekommen. Und als drittes ist auffällig, dass im Laufe der ganzen Berichte eine gewisse Ermüdung erscheint. Also die Berichte werden eigentlich immer kürzer und schablonenartiger. Und sie brechen dann 1940 ab, ohne dass wir jetzt wissen, ob die Observation beendet wurde oder ob diese Unterlagen uns schlicht nicht überliefert sind. Also diese 3 Formen, privat, Stammtische in Lokalen und solche verdeckten Veranstaltungen, das fand statt, war natürlich aber immer mit einem Risiko behaftet. Und man musste eingeweiht sein, um dann teilnehmen zu können. Es war sicherlich eine Ausnahme. Ein Lesbenclub, vielleicht noch zum Schluss, wenn wir die Zeit dafür haben, hat im Übrigen in Berlin die Schließungen unbestandet überlebt. Und vermutlich deshalb, weil dieser Club, dieser Treffpunkt nur 2 Anzeigen in den 1920er Jahren geschaltet hat. Also wahrscheinlich durch die Nationalsozialisten haben selbstverständlich systematisch die Lesbenzeitungen durchkämpft, so wie sie das auch für schwule Magazine oder schwul-lesbische Magazine gemacht haben. Und die sind da offensichtlich nicht registriert worden. Bien, merci. Merci Katia. Alors, j'essaie de voir si on a répondu un peu à toutes les questions dans le temps qui nous est imparti. Quelque chose sur les chiffres de Gérard Gabert. Alors, donc, les 10 déportés Triangle Rose depuis le sol français. Donc, il s'agit de 7 à 8 Alsaciens ou Mosellans, donc qui ont été pour la plupart soit condamnés par la justice et envoyés en camp de concentration après, ou envoyés au camp de Schirmeck et se sont retrouvés ensuite à Natzweiler, Struthof, entre autres. Donc, l'un d'entre eux, cependant, est arrêté par 2 fois et jugé par 2 fois à Fribourg, en Brisgau, en Allemagne. Je le considère comme quand même faisant partie de la répression en Alsace, puisque l'Alsace était rattachée au Gau Baden, donc la province du pays de Bade, de l'autre côté du Rhin. Et les 3 autres sont des Allemands, l'un qui était établi dans le sud de l'Alsace et 2 autres en région parisienne,
L'un était un Allemand qui avait eu un parcours assez intéressant parce que sa famille, après la Première Guerre mondiale, s'était établie en Belgique. De là, lui était allé travailler en France fin des années 20. Il travaillait pour la Compagnie des wagons-lits. Il y était encore quand la guerre éclate. Il est interné à ce moment-là, relâché par les Allemands. Et puis l'autre était quelqu'un de beaucoup plus controversé puisque c'est un fonctionnaire de la Gestapo ou de la SS. En l'occurrence Karl Schwerbel, qui n'a pas laissé un très bon souvenir en tant que capot au camp de Sachsenhausen où il a été transféré. Il y avait une question concernant Pierre Zell qui disait comment se fait-il qu'il n'a pas porté le triangle rose. Alors la réponse est relativement simple, c'est que Pierre Zell n'était pas détenu dans un camp de concentration du point de vue de l'administration allemande. Pour ce qui est de l'administration française après-guerre, le camp de Schirmeck, en l'occurrence, est considéré ou assimilé à un camp de concentration et donc donne sous condition de droit à ce titre de déporté politique. Et s'il avait une couleur qu'il portait, puisque à Schirmeck ne s'appliquait pas le système taxinomique donc de couleur des camps de concentration, il portait un rectangle bleu. Et la question de Joachim Schulte sur l'application du paragraphe 175 dans le sud de la France et du temps de Vichy, non, l'article 175 ne s'appliquait pas sur le territoire sud par Vichy. S'agissant de la loi de Vichy, les restes de cette loi ont été abrogés en août 82, pratiquement 40 ans jour pour jour après son introduction, sachant qu'elle n'avait pas été expurgée des lois vichistes, enfin du corpus de lois en 1945. Bien. Nous avons aussi une question à l'oral de Suzanne Robichon, avec laquelle nous avons préparé l'ensemble des rendez-vous de l'auditorium lié à l'exposition. Donc, vous pouvez parler, Suzanne, le micro est activé. Le micro est ouvert. Oui, je voudrais vraiment dire que c'était très, très intéressant et remercier Katia, que je connais, et les archives de Spielboden de Berlin qui font un travail absolument remarquable. Et je crois que c'est vraiment important, on l'a déjà dit, de montrer, et Jean-Luc en est également la preuve, combien c'est grâce à des historiens ou pas historiens activistes que cette histoire et ces portraits ont pu exister. Et justement, elle a signalé les travaux de Claudia Schobmann, d'Ilse Kokula et autres. Et à ce niveau-là, les archives lesbiennes ou d'autres lieux d'archives sont particulièrement importants. Et ma question portait sur les archives, justement, puisque Claudia signale souvent dans ses livres ou articles la difficulté parfois à trouver les archives qui ont pu disparaître, être brûlées, et en particulier, elle citait différentes enquêtes de la Gestapo sur des jeunes femmes qui, genre, fêtaient l'anniversaire à un certain nombre, donc qui étaient dénoncées. Ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose que je voulais souligner, parce que je trouve très frappant et important, elle signale dans la première partie, par exemple, Hilde Radouche et Gertrude Sandmann, et Kitty Koos, et ce sont elles qui, après la guerre, vont créer pratiquement le premier groupe lesbien. Et je trouve qu'il faut quand même signaler combien il est remarquable que ces lesbiennes qui, avant-guerre, ont résisté d'une certaine manière, en tout cas comme elles ont pu, et qui vont reprendre, et qui étaient dans des groupes féministes ou lesbiens avant-guerre, vont reprendre le flambeau après la guerre. Et ça, je trouve que c'est assez magnifique. Donc, j'avais envie de le dire. Voilà, merci. Merci. On a un commentaire aussi à nouveau qui souligne l'intérêt de ce parallèle entre la non-expiation des aggravations pénales en France comme en RFA. Peut-être, Katia, vous voulez répondre à ces interventions aussi de Suzanne? Ich kann mich dem nur anschließen. Also historische Forschung, da wird mir Jean-Luc Schwab recht geben, ist einfach essentiell. Wir haben es eben mit einem sehr diffizilen Feld zu tun, denn es bestehen ja mehrfache Unsichtbarkeiten. Das eine ist sozusagen dass es eben um die Opfer des nationalsozialistischen Terrors geht und wenn wir etwas über sie erfahren, dann zumeist aus der Sicht eben der NS-Verbrecher.
also aus deren Sicht. Und umso wichtiger sind dann eben auch Interviews, sind Lebenszeugnisse. Ist es auch wichtig, Spuren nachzugehen, dass man etwas über diese Person erfährt. Und das ist so etwas, was wichtig ist. Und dann kommt halt noch hinzu, dass jenseits dessen eben dieses Stigma der Homosexualität auch zentral ist, denn es führt ja bis heute dazu, dass homosexuelle Opfer der NS-Verfolgung, auch wenn es um die große Geschichtsschreibung geht, selten wahrgenommen werden. Sie sind bestenfalls ein Teilkapitelchen in einem großen Werk zu dem NS-Terror. Und umso wichtiger ist die Forschung dazu und umso wichtiger ist es auch, dass es jetzt diese wunderbare Ausstellung demnächst in Paris geben wird. Ich hoffe, dass ich im Herbst nochmal die Gelegenheit habe, das zu besuchen. Und wenn es um diese Forschung angeht, ja, wir brauchen Zeitzeugnisse, wir brauchen aber auch viel lokale Forschung. Hier für Berlin ist es halt vorteilhaft, dass etliche Projekte auch gelaufen sind, um zu schauen, wie war das lesbische oder auch das homosexuelle Leben zum Beispiel in Schöneberg? Wie war es aber auch in Kreuzberg, zwei großen Stadtteilen in Berlin? Und so etwas ist immer sehr ergiebig, weil man da dann eben auf Spuren stößt, weil man vielleicht noch über ganz andere Akten, also Stadtakten oder sowas, etwas erfährt, wie lange hat denn ein Club wo bestanden. Und zu guter Letzt vielleicht auch noch etwas, man muss auch einen gewissen kriminalistischen Spürsinn entwickeln, wo man auch noch auf weitere Unterlagen stößt. Im Falle jetzt zum Beispiel von Lesben oder so haben wir ja die Herausforderung, dass Lesben in der NS-Zeit nicht unter den Paragraphen 175, zumindest im Deutschen Reich, stießen. Und wir deswegen wenig Unterlagen haben. Wenn man sich aber Unterlagen anschaut, wenn es um Erziehungsanstalten geht, um Mädchenanstalten, um angeblich schwer erziehbare oder um Einrichtungen, die sich vorgeblich der Resozialisation von asozialen Mädchen und Frauen eingesetzt haben, dann stoßen wir auf ganz andere interessante Quellen, ja, so, die uns mehr Informationen geben. Es gab vor etlichen Jahren eine wunderbare Ausstellung zu diesem Thema in Hamburg, die sich nämlich das angesehen haben und da eben nachweisen konnten und also etliche Biografien ausgeforscht haben und das eben auch nachweisen konnten. Das meine Bemerkung dazu. Und ja, es braucht die Archive, es braucht die Forschung und es braucht das begeisterte Interesse, auch nachzufragen, Zeitzeugeninterviews zu führen und Spuren nachzugehen. Auf jeden Fall. Oui, merci Katia pour ces précisions. Oui, alors on a presque terminé effectivement nos échanges. On a une dernière question sur l'Autriche. Stéphane Stramp nous pose cette question. La persécution des femmes homosexuelles était-elle plus forte en Autriche qu'en Allemagne après l'Anschluss, étant donné que l'homosexualité féminine était criminalisée en tant que telle en Autriche à ma connaissance? Est-ce le cas? Merci. Voilà, peut-être vous pouvez dire un petit mot, Katia, à ce sujet, ou Sonia ou Jean-Luc. Katia, ich kann das, ja, ganz kurz, ja, in der Tat, so, wir haben wesentlich mehr Überlieferungsakten zu Österreich. Und also da ist zum Beispiel auch das Archiv Queen in Wien dran sozusagen. Die haben sehr viele Unterlagen. Es gibt auch sehr viele Forschung inzwischen, Gott sei Dank, dazu. Und es ist ja auch so, dass etliche Lesben versucht haben, aus Deutschland
nach Österreich zu emigrieren und zu fliehen, in der Hoffnung, dass sie dann eben nicht von der NS-Verfolgung tangiert werden und dann sinnbildlich von dem Regen in die Traufe kamen, als dann eben die Besetzung Österreichs erfolgte. Also von daher ist es in der Tat eine andere Situation und da sind dann auch Fälle von Gefängnis und KZ etc. deutlich erkennbar. Das in aller Kürze. Merci. Merci Katia. Jean-Luc, vous avez quelque chose à dire ou ça... S'agissant de la situation légale en Autriche, sur la question des femmes notamment, en Allemagne, l'article 175 genrait l'homosexualité, donc il précisait bien que c'était l'homosexualité masculine. En Autriche, l'homosexualité n'était pas genrée, donc elle ouvrait la voie à la répression, tant pour l'homosexualité masculine que féminine. Alors, Katia, vous avez mentionné avant les recherches de Queen, et il me semble, j'ai encore en tête d'avoir entendu une chercheuse de là-bas qui disait que le ratio en termes de condamnation, on avait à peu près, c'était 1 cas d'homosexualité féminine pour 5 d'homosexualité masculine, me semble-t-il. Et aussi le fait que, s'agissant aussi de la différence entre la répression de l'homosexualité masculine et féminine, l'avantage, entre guillemets, qu'on a pour l'homosexualité masculine, c'est qu'elle est réprimée par la loi. Et donc, elle va laisser beaucoup plus de traces, notamment dans les archives, que ce soit principalement judiciaires, de police, de prison. Et ça, effectivement, c'est quelque chose dont on ne dispose pas tellement pour l'aspect homosexualité féminine, d'où justement l'intérêt d'essayer de rassembler des témoignages, soit de descendants ou collatéraux, de gens qui ont connu des femmes concernées. Et moi, je trouve que ce soit au niveau femme ou homme, c'est quelque chose, un intérêt qui manque un petit peu au niveau du monde militant actuellement en France. Alors certes, on ne trouvera plus de personnes qui ont connu la persécution au niveau camp de concentration, mais il serait intéressant de voir pour ceux qui l'ont connu dans l'immédiat après-guerre. Et je trouve que de ce côté-là, le monde militant français pêche un petit peu et devrait s'intéresser un peu plus justement et essayer encore de récolter, pendant qu'il en est encore temps, les expériences des personnes qui ont pu avoir à subir les suites quelque part de la répression vichiste, au moins au niveau légal. Très bien, merci Jean-Luc pour cet appel à témoignage et à collecte. Vous avez parfaitement raison, et puis vous avez surtout raison de mentionner que c'est grâce aux archives policières qu'on a plus de documents concernant l'homosexualité masculine que féminine, qui était considérée qui était négligée par la police. Voilà, donc merci aux archives policières. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Très bien. Moi, j'étais ravie. J'ai appris plein de choses. Je vous le dis, parce que je ne connaissais pas grand-chose. Et j'ai appris plein de choses. Et j'attends vos travaux davantage, Jean-Luc, parce que franchement, là, ce que vous nous avez dit nous a donné l'eau à la bouche. Je vais vous lire et attendre que vous ayez publié encore plus. Et Katia, moi, j'irai vous voir dès que je suis à Berlin. Voilà, et on discutera davantage. Bien, je vous remercie. Je passe la parole à Pauline. Merci beaucoup à tous les trois. La conférence peut être vue à nouveau sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du Mémorial, et ensuite elle sera archivée également sur le site internet du Mémorial. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas pu vous écouter aujourd'hui ou qui souhaitent vous réécouter. Donc merci infiniment, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.